Bonjour et bienvenue sur le radar de l'UFC. Au programme aujourd'hui, ce UFC Apex, on revient à l'Apex pour le 2 mars 2025 avec pas mal de choses. Le retour du roi Manel Cap, un combat très attendu, celui de Ribovic contre Akparast. On aura effectivement sûrement un très bon jeu au sol de la part de Carolina Luana, encore une fois, et bien évidemment le français William Gomis qui devrait normalement arracher le 0 de Ider Ramil. Et pour les amateurs de bagarre, on aura un combat très explosif entre Charles Johnson et Temirov. Donc nous voilà pour ces prédictions pour toute la carte, bien évidemment. Je vais les livrer dans l'ordre dans lequel je les ai à l'heure où j'enregistre. Il se peut bien évidemment que ça change encore. Vous savez que à la fin du podcast, je vous donnerai donc un récapitulatif des prédictions et du challenge. Je ferai effectivement un petit point encore sur Seattle. C'est Carito Johnson pour le radar de l'UFC. Et c'est parti. On commence cette carte préliminaire, ou alors si j'ai bien dénombré, il y aura 7 combats. Donc je pense qu'il y aura sûrement des changements au niveau de la carte. Pour l'instant, telle qu'elle est affichée, ça commencera en featherweight avec un Ramos contre Mariscal. Ramos contre Mariscal, c'est un combat très très intriguant, puisqu'on a un Mariscal qui est quand même invaincu à l'UFC, qui est sur un win streak de 7, qui a battu un Peak, puis Jenkins qui était à Sydney, puis Charrière par split, comme on le sait tous, et puis Jackson. De son côté, Ramos, il a 29 ans, donc c'est 3 ans de moins que Mariscal, qui en a 32. Il a une meilleure allonge, 72 pour 69 pour Mariscal. Mais par contre, il fait du MMA depuis 2012, il est à l'UFC depuis 2017, donc il est quand même bien ancré dans l'organisation. En 2024, lui, son parcours, ça a été son combat contre Erosa, où il était parti favori, et il a gagné au milieu du premier round avec une guillotine. Il est parti underdog contre Koulibaly, alors qu'il était à domicile. Il a perdu par split. Ce qu'on sait de Ramos, c'est qu'il faut se méfier de son crochet du droit, qui peut envoyer des coups de coude retournés. On sait qu'il peut travailler sur des feintes, des bonnes feintes, notamment à partir du deuxième round. Il a bon bras droit, on l'a vu au troisième round. Il rate pas mal au début du combat. Il est assez imprécis. Il y a pas mal de déchets au premier round. Par contre, il commence vraiment à trouver les angles, sa précision au troisième round, où il a tendance peut-être à switcher aussi. Bon, le souci que moi je lui trouve, c'est qu'il peut se poser des questions sur son fight IQ quand même. On se demande aussi s'il n'est pas vulnérable aux soumissions, mais on va y revenir. De son côté, Mariscal, lui par contre, il n'a aucune défaite par soumission. Il est ceinture noire de judo, on a pu voir ça à l'œuvre contre Peak et contre Jackson d'ailleurs. Après, il a raté sa pesée contre Jackson. Maintenant, si on rentre dans le détail, ce qui peut poser problème à Mariscal dans le jeu de Ramos, ça va être ce jab et jab back. En fait, il jab puis il recule, et c'est 1-2. On sait que ça a posé problème à Mariscal quand il a affronté Morgan Charrière. Par contre, là où Mariscal a un avantage dans ce match-up, selon moi, au niveau de ses esquives, on l'a vu contre Peak et contre Charrière qui a envoyé de bonnes frappes et est capable d'éviter quand même ces 1-2 et peut-être ce crochet du droit de Ramos. Il envoie de gros calf kicks, des fois même pour envoyer un high kick derrière. Alors les calf kicks, on les a vus à l'œuvre contre Peak et contre Charrière, et pour envoyer ce high kick derrière, on l'a vu contre Peak également, mais aussi contre Jenkins. Et on sait que Ramos est très sensible au calf kick, et aussi Mariscal a cette qualité d'envoyer des longues combinaisons, mais pas en bull rush, vraiment c'est désynchronisé, arythmique, j'ai envie de dire. On l'a vu contre Jenkins, et Ramos est vulnérable justement sur les combinaisons en ligne. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous les deux une excellente défense en clinch pour ensuite amener au sol. Donc Mariscal, on a vu dans quasiment tous ses combats, contre Peak, Jenkins et Jackson. Ils ont un problème, selon moi, au niveau du sol. Ils sont dans la demi-garde, dans le dos, ils ont un problème pour verrouiller leur soumission, malgré quoi qu'on en dise. Voilà, Mariscal, on l'a vu contre Peak. Mariscal qui a en plus, au niveau du sol, un mauvais maintien au sol, on l'a vu contre Peak et Jackson. Par contre, voilà, Mariscal a une bonne défense et d'excellentes ruptures. Les ruptures de contact, Peak, Charrière, Jackson en ont souffert. Je pense que pour moi, l'avantage est du côté de Mariscal sur ce match-up. J'ai trop de doutes et il y a trop de choses qui ne vont pas du côté de Ramos, même si c'est un excellent combattant. Donc je donnerais 60% à Mariscal. Je ne sais pas si ce serait par finish ou pas, je pense pas. Ça pourrait aller à la décision. Ensuite, on va avoir chez les bantams Silva de Andrade contre Castaneda.
Silva de Andrade, 39 ans déjà, pour une allonge de 68,5, là où Castaneda il a 33 ans et 71 d'allonge. Castaneda, qui certes il a 3 défaites à l'UFC depuis 2020, contre Wood, contre Santos et contre Marcos, mais qui a aussi 4 victoires et aucune défaite par soumission. Il est durable, Castaneda, il est vraiment un bon menton, et en plus, alors c'est un gaucher qui a tendance à switch, mais c'est surtout un diesel en fait. Souvent ses premiers rounds c'est un peu compliqué. Par contre, à partir du moment où le combat progresse, lui aussi, il montre vraiment que c'est un diesel qui est de plus en plus actif, de plus en plus dangereux. Très fort sur beaucoup de choses. Les middle kicks, les 1-2, les body shots, les amener au sol, le direct du gauche. Il ne recule pas en ligne. Il a de très bons genoux. De bons high kicks pour envoyer quelque chose derrière en plus. Des feintes qui sont efficaces. Alors je dis il ne recule pas en ligne, mais parfois il ne recule pas du tout. Sans que progressivement, il est de plus en plus en confiance. Il attend juste de rester sur place et de contrer. Ce qui va être ses points faibles, ça va être quand il envoie des kicks, il va être contré par son adversaire. Il n'est pas du tout à l'aise acculé à la cage. Il se mange pas mal de droite, soit en remise ou même quand il switch en fait, et parfois même en contre-entrée. Si son adversaire est droitier, bien sûr. Les calf kicks, les middle kicks, et il est trop confiant au 3e round. On sait qu'il est de plus en plus à l'aise au fur et à mesure du combat, mais peut-être un peu trop à l'aise. En face, Silva de Andrade, on l'a vu faire des feintes inutiles, lui, par contre. Il rate ses front kicks et d'autres frappes encore. Selon moi, en plus, Silva de Andrade perd son combat contre Stamann. Certes, il remporte le premier round, mais après, c'est plus difficile. Je pense que ça sera un peu la même chose là. Je pense qu'il peut faire de bonnes choses au premier round, mais Castaneda risque petit à petit de prendre le dessus. Parce que, Silva de Andrade, il y a des problèmes sur les gros crochets du gauche en fin de course, les crochets du gauche en général qui sont en contre, parce qu'il se jette en avant en fait, Silva de Andrade. Il est lisible, il est de plus en plus prévisible. Les crochets variés au corps, ça c'est aussi son problème. Et ensuite c'est son cardio qui commence vraiment à chuter selon moi au 3e round. Bien sûr, quand on compare les points forts et les points faibles des deux, pas vraiment de correspondance. Les points forts de Silva de Andrade, ça va être quoi? C'est ce crochet du gauche, assez nasty, et high kick, des spins, des frappes retournées en fait en général, les leg kicks. Il a un bon menton lui aussi. Je vois pas Castaneda le finir. Je vois pas Silva de Andrade finir Castaneda. Je vois vraiment Castaneda progressivement développer de plus en plus de choses. Son jeu être de plus en plus impactant et scorer de plus en plus. Je prendrais Castaneda légèrement favori. Il faut pas sous-estimer Silva de Andrade non plus. Il est costaud. On va avoir un combat très attendu puisque c'est Charles Johnson contre Temirov. Attendu pourquoi? Parce que Charles Johnson il est 12e là de la KT. Et Temirov, lui, il va justement chercher à intégrer le top 15 en battant Johnson. Ils sont tous les deux très explosifs, donc c'est un combat que beaucoup de gens attendent parce que ça peut partir en blitz à un certain moment, ça va être très, très impressionnant. Johnson qui a un très bon parcours en 2024, c'est 4 victoires. Il avait fait 4 combats, je crois, en 2023 également. Il est gaucher. Et alors, j'ai pas trouvé. En fait, il y a ce combat contre Joshua Van qu'il remporte. Et c'est une très bonne victoire de sa part, qui fait qu'il est un peu remonté dans mon estime. Mais tout de suite après, son combat contre Smudaerji, je l'ai pas trouvé vraiment ouf, quoi. Il est pas sur un très bon niveau. Alors, est-ce qu'il a fait une bonne prépa? C'est vrai qu'enchaîner 4 combats dans l'année, c'était dur. Là, ça va, ce combat, c'était quand même il y a quelques temps, donc, à mon avis, il va arriver bien préparé contre Temirov. Il faut savoir que Johnson, il a 34 ans, il a 70 d'allonge, contre un Temirov qui, lui, a 28 ans, donc on est sur 6 ans de moins, beaucoup plus jeune, et 63 d'allonge. Alors oui, Temirov a beaucoup moins d'allonge, et en plus, Temirov est petit. Mais c'est quand même un combattant très dangereux. C'est fou parce qu'il est petit, mais il va se jeter sur son adversaire. Il a envoyé toute sa force dans ses frappes. Ça peut paraître un peu ridicule, mais quand ça touche, ça fait mal. Vergara en a fait les frais. On a beau se dire, bon ok, il envoie un gros swing, c'est pas grave, on l'évite. Il envoie un swing, puis après il envoie un autre swing, on se dit, ah bon, en fait, il faut vraiment esquiver 2 frappes et pas une seule. Et il touche Vergara, on le voit, quand il envoie une frappe qui touche pas 2, et la 3e, tout de suite, Vergara n'avait pas pris la mesure et avait arrêté de reculer. Temirov, lui, il est arrivé tout droit, bam, le gros swing qui connecte. Je crois que c'était même en bombe, match bombe.
Et là, c'est parti. Temirov, il se jette sur son adversaire pour l'achever en envoyant de grosses frappes en continu. Il s'arrête pas, il est explosif. Il est capable aussi d'envoyer des gros check hooks. Mais après, on le voit, il se jette vraiment en avant sur ses frappes. Ça va poser problème à Johnson. Déjà parce que Johnson, quand il envoie des kicks, il se fait attraper les pieds. Hein, et il a un temps de recomposition qui est un peu trop long aussi. Il est vulnérable au contre, donc le check hook de Temirov risque de lui faire mal. Là, c'est sur ce côté-là. Johnson, ses points forts, c'est quoi? C'est que bon, lui aussi, il est explosif. Il peut partir un coup en blitz sans prévenir. Il a un excellent cardio. Il est intelligent parce qu'il écoute son coin quand même. On l'a vu contre Joshua Van. Il profite très bien de son allonge. On l'a vu aussi contre Joshua Van. Il est fort quand son adversaire est acculé, mais je pense pas que ce soit le cas dans ce match-up. Il y a des frappes très variées. Ce qui va poser problème à Temirov, c'est ses genoux sautés. Si Temirov se jette trop en avant, les genoux sautés de Johnson en contre-entrée, ça risque de faire très mal à Temirov. Au niveau du sol et de la lutte, il a une bonne sol défensif. Excellente défense de soumission. Il se défend très bien contre les double et single leg, en général. Mais ça va pas suffire contre un Temirov, parce qu'en fait, Temirov, ce qu'il y a de particulier sur Temirov, c'est sa mobilité. Il est très vif, très mobile donc, et ses mouvements sont impossibles à lire. Il peut partir gauche, droite, avant, arrière. Donc en fait, ça lui permet d'être très vif sur ses entrées en combinaison, de ne pas savoir d'où ça va venir. Il va travailler sur ses entrées, ses angles d'attaque. Et je pense qu'il faut vraiment être en face dans la cage pour se rendre compte à quel point c'est impossible de savoir comment ça va partir, d'où ça va partir, quand ça va partir. Et c'est ça qui est dangereux. Ce qu'on retrouve dans une moindre mesure chez Johnson, mais chez Temirov, c'est vraiment tout le jeu qui est basé là-dessus. Et ce qui surprend ses adversaires, et ce qui les fait tomber. Temirov, en plus, là, il va jouer son entrée dans le top 15. Je pense qu'il va être surmotivé. Johnson, je pense qu'il va être encore trop confiant. Il va se faire avoir. Je pense que Temirov va emporter par KO, je dirais à 60% pour la prédiction, le pronostic. On va avoir en combat féminin chez Flyweight Andrea Lee contre Gigi Aldrich. Alors là, on est chez deux combattantes qui sont un peu les laissées pour compte de la nouvelle génération montante. C'est vrai que Lee, en plus, elle est encore dans l'organisation, mais même si elle est sur 5 défaites d'affilée, elle a 36 ans. Après, ses défaites en carrière, elle n'a aucune défaite par KO TKO. En face, Aldrich est un peu plus jeune, à 32 ans, et elle est gauchère. C'est particulier, parce que là, ça redescend dans le classement des deux côtés. Alors, Aldrich n'est pas sur autant de défaites que Lee. On se demande si c'était un vol contre Barber, je ne sais pas, j'ai pas envie d'entrer dans la polémique. J'ai trouvé décevant de toute façon Lee contre Maverick. Elle a perdu en plus son rematch contre De La Rosa, même si elle s'est montrée, faut lui reconnaître ça, elle s'est montrée très combative. Elle a des mauvais timings au niveau de ses frappes et de ses amenées au sol. Ça a été un peu mieux contre De La Rosa, faut le dire. Elle manque vraiment de précision, notamment au deuxième round. Ses frappes en général, ça touche pas. Elle est très vulnérable aux contre-entrées, elle est lisible. Elle se fait cueillir facilement sur ses entrées. Elle a une chute de cardio quand elle lutte un peu trop. Et ce qui est marrant chez Andrea Lee, c'est qu'elle feinte beaucoup, mais pour rien, ça sert à rien. Elle s'améliore sur certains points quand même, encore. Elle a une meilleure lutte et un meilleur sol contre Maverick, par exemple, que comme elle avait eu contre Araujo. Une excellente défense, notamment, on l'a vu contre De La Rosa. Elle combine peu, elle est généralement prête à contrer, très forte sur ses jabs. Elle a toujours une garde très haute. Elle a des high kicks un peu mous et elle se fait contrer sur ses calf kicks. En face, Aldrich, bon front kick, beaucoup de middle. Attention rupture, elle envoie des coups vraiment très violents, très solides sur ses contres aussi. Elle a des bons spin kicks, ce qui est pas commun en fait, parce que beaucoup de gens en envoient, mais elle en voit bien comme il faut. Elle a un in and out qui est très propre aussi, Aldrich, mais elle peut elle aussi se faire cueillir sur ses entrées. Elle perd de défense debout en responsabilité défensive au 3e round. Quand je dis qu'elle se fait cueillir sur ses entrées, c'est quasiment tous ses adversaires l'ont fait. C'est vraiment commun ça. Elle a une mauvaise lutte offensive. D'ailleurs, elle n'a aucune victoire par soumission. Ce qui est un peu particulier parce que c'est quelque chose chez Aldrich qu'on reconnaît souvent, c'est qu'elle est très forte au niveau de la lutte. Moi, je ne reconnais pas cette qualité-là. Là où ça va embêter Lee, c'est que ces high kick tout mou là, de Andrea Lee, Aldrich va répondre par des gros jabs.
Je pense vraiment que Lee, de toute façon, est sur une... Ouais, elle fera pas le poids contre une Aldrich. Je vois Aldrich l'emporter à 60%. Il y a beaucoup plus de choses qui sont rassurantes du côté d'Aldrich que du côté de Lee. Il y a un niveau... il y a un meilleur niveau en général de la part du côté d'Aldrich. On aura en welterweight un affrontement entre Barlow et Patterson. Alors, sur ce match-up, ils ont tous les deux une grande allonge et ils ont tous les deux le même âge, 29 ans. Barlow est à 9-0, il est entré au Contender Series en 2023. Il est gaucher. On l'a vu très prometteur face à Quinlan. C'était vraiment un bon combat. On s'est dit, waouh, Barlow, il peut envoyer. Ça va être un bon combattant dans l'organisation. Mais en fait, il s'est retrouvé très décevant face à Veretennikov, où un juge le voit d'ailleurs perdre les 3 rounds. Hein. Donc, c'était pas du tout le Barlow auquel on s'attendait. Qu'est-ce qu'on a vu de Barlow jusque-là? Il est très dangereux à box range. Il a un bon sprawl en takedown defense. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, si, il a un bon jab, un bon overhand, un bon check hook, un arsenal très varié en Muay Thai. Espérons qu'il va garder ce niveau, cette excellence-là. Il a une tendance, c'est assez marrant, à faire des feintes de crochet pour envoyer un coup de genou sauté, ça c'est très intelligent. Par contre, il est mauvais en clinch offensive et il fatigue dès le 3e round. Je sais pas, je manque d'infos également sur son sol défensif et sa défense de soumission. On va voir ce que ça donne face à un Patterson qui a 7 victoires par soumission quand même. Et il est sur un win strike de 3 soumissions. Par contre, l'adversité qu'il a eu lui en face, c'est vraiment bof. Ces 2 défaites, c'est 2 TKO, KO là. Alors il envoie des feintes de kick, il envoie quand même des fronts, des push kicks, des bons cross jabs. Il se maintient à distance de kick en général. Et on voit des combinaisons en remise. Il a un bon crochet du gauche. Il fait dans ce qu'on appelle le slip and counter. Et par contre, il est vulnérable aux assauts. Hein. Alors est-ce que ça va être le cas là de Barlow? Est-ce qu'il va tenter cette technique-là, enfin cette stratégie? C'est dangereux quand même, hein, les contres de Patterson. On sait que Barlow est mauvais en clinch offensif, comme j'ai dit, ce qui a posé problème parce que Patterson en clinch défensif il est très fort, il renverse, il amène au sol. Et au sol, lui, il va chercher la soumission, comme j'ai dit, beaucoup de victoires par soumission. C'est à voir hein, si Barlow va pouvoir résister là-dessus. Debout, il a un meilleur niveau, hein, Barlow, quand même, donc je le verrai quand même favori là-dessus, notamment sur le fait que Patterson n'a pas eu vraiment d'adversité jusque-là. Bon, Barlow, c'est pas un folichon, mais Veretennikov, c'est quand même un bon adversaire. J'ai des doutes, je partirais sur Barlow, vraiment, mais sans vraiment de grosse certitude, on va dire à 60%. Patterson, il a pas du tout fait ses preuves encore, selon moi, donc je pourrais pas encore miser sur lui. Toujours le risque de soumission, mais bon. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, Barlow, je le vois quand même favori dans ce match-up. Dani Silva contre Lucas Almeida. Ça, c'est intéressant. Dani Silva, qui a 9-1 en carrière. Sa seule défaite, c'était par décision. Il a aucune victoire ni défaite par soumission. On va avoir à peu près la même allonge qu'Almeida. Il a 28 ans alors qu'Almeida a 34 ans, donc c'est 6 ans de moins, beaucoup plus jeune. Ça va être particulier. Je pense que les deux vont combattre debout. Alors, Lucas Almeida, il est censé avoir une ceinture noire de JJB, de Muay Thai et de kickboxing. Mais alors, à l'UFC, je l'ai pas vraiment vu à l'œuvre, tout ça. Je sais qu'Almeida, moi, sur ce que j'ai vu jusque-là, j'ai pas l'impression qu'il pourrait gagner contre un bon lutteur. Ce n'est pas le cas de Dani Silva. Il s'est fait soumettre par Sabatini. Il s'est fait mettre KO sur un crochet du droit d'André Fili. Maintenant, il faut savoir quand même que c'est 15 victoires, c'est 14 finishes. Il a un bon cross jab, un bon crochet du droit, hein, très large, un bon check hook lui aussi. Il est bon en dirty, il a un bon high kick, il fait un bon in and out, il a un bon cardio, il a de bons contres, hein, il peut être scrappy aussi. Il y a des points communs avec Silva, ça va être la droite. Hein. Silva envoie de bonnes droites, mais Almeida aussi, que ce soit isolé, en GIA ou en 1-2. Des combis variés de Silva, là aussi on l'a vu, hein, avoir des combinaisons de crochets Almeida assez intéressantes. Ils ont tendance tous les deux à partir en guillotine quand il faut se défendre d'une amenée au sol. Bon, les points faibles d'Almeida, c'est qu'il se répète, il devient prévisible, parfois il se cherche. Attention aussi au jab au corps, et la défense au sol, elle est pas top. Et ça, Silva, c'est pas non plus son point fort. Par contre, le point fort de Silva, c'est être les assauts, il va se jeter sur son adversaire. Or, Almeida recule en ligne, donc ça va être problématique.
Mais d'un autre côté, Silva, son problème, c'est qu'il a une défense très poreuse, je trouve. Il a un coaching qui est pas top. Hein. Quand j'écoute ses coachs, ça a l'air vraiment bof. Il y a de quoi avoir des arguments en faveur d'Almeida. Je pense qu'Almeida a un très bon niveau et que Silva, n'étant pas un énorme grappleur, Almeida a ses chances là dans ce match-up. Je donnerais sans certitude, hein, parce que Silva c'est quand même un bon... Il y a des arguments aussi. Hein. J'aurais Almeida à 60%, mais vraiment entre parenthèses. C'est le fait que Almeida, s'il recule en ligne et qu'il devient trop prévisible, Silva pourra s'en servir. Combat féminin, on va voir Montana de la Rosa, du coup, dont on parlait tout à l'heure, qui va affronter Carolina. Voilà. 30 ans d'un côté, 31 ans de l'autre, 68 d'allonge d'un côté, 109 de l'autre. Bon. Carolina, elle est gauchère. De la Rosa, ça fait longtemps qu'elle fait du MMA depuis 2014, elle est à l'UFC depuis 2017. Elle a, dans son style, elle rate beaucoup de kicks et de contre, hein, il y a pas mal de déchets. Elle fait des feintes de changement de niveau pour envoyer un uppercut, ça c'est intéressant. Un bon overhand, une excellente défense de lutte. Et de son côté, Carolina, elle est ceinture noire de Muay Thai, mais je trouve que ça ne se voit pas dans la cage, malheureusement. Elle envoie des high kicks, des middle kicks, des crochets du droit. Elle est très réactive hein, sur la distance. Elle va tout de suite rebondir en arrière pour se défendre, pour esquiver. Bonne défense en lutte, en clinch. Elle envoie des coups de genoux d'ailleurs très solides. Je dis ça, elle a une bonne défense de lutte en clinch, mais voilà, on sait que Podilova l'a amenée au sol, mais je trouve quand même que c'est assez solide du côté de Carolina. Son point fort, c'est qu'elle va avoir un excellent sol, voire vraiment parfait, quoi. Un excellent striking, mais c'est tardif. Hein. Faut qu'elle se mette dans le train, dans le combat. Ça peut être après une phase de lutte, justement, une phase de sol, où d'un coup, debout, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé, elle va être bien meilleure. Des bons crochets en rupture de contact, on a vu. Par contre, s'il n'y a pas enfin, c'est un peu inégal son striking. Il y a des moments où on va avoir un striking qui va être trop lent, en fait. Et sans précision, en plus. Donc, ça pose des problèmes. Il y a des points communs entre les deux combattantes. Toutes les deux ont tendance à foncer en avant. Et ça peut partir en clinch. Elles sont toutes les deux vulnérables au jab pour distancer l'adversaire quand c'est synchro. Les points dont va bénéficier de la Rosa sur ce match-up, c'est les 1-2 en remise. Notamment, on va voir au deuxième round, hein, où Carolina va être plus prévisible. Ça, point fort de la Rosa sur ce match-up. Attention au large crochet aussi en contre de la Rosa sur les calf kicks que pourrait envoyer Carolina. Elle envoie de très solides coudes aussi hein, de la Rosa, que ce soit en contre-entrée ou en clinch. Là encore, sur les entrées prévisibles de Carolina au deuxième round, elle risque d'en pâtir. Et aussi ce super crochet du gauche en contre là qu'on a vu contre Aldrich. C'est que Carolina elle est vulnérable à ce slip and counter. Donc là, il faudra se méfier de ça du côté de Carolina. Carolina de son côté pourra très bien travailler sur ses middle kicks. On sait que de la Rosa contre une gauchère, les middle kicks, ça lui fait mal. Un très bon bras arrière en remise, et très bon side kick. Alors les arrières en remise, pareil, c'est aussi qui font mal en contre hein, à de la Rosa. Difficile pour le pronostic. Je vois quand même Carolina légèrement favorite selon moi, à 55%. Et j'avais oublié ce combat chez les poids lourds entre Austin Lane et Pinto. Austin Lane, lui, qui fait effectivement partie de l'organisation du l'UFC, on a vu à peu près ses résultats. Résultats où il a pas mal de défaites hein, quand même, hein, par KO et TKO. C'est un ancien joueur de la NFL qui a 37 ans, il arrive un peu tardivement dans l'organisation et c'est pas vraiment fou ce qu'il est en train de livrer. En face, c'est un Pinto, alors lui qui a juste aucune adversité en face, hein, il a remporté son contrat récemment au Contender Series. Il est certes invaincu, mais c'est sur quoi? Sur la scène d'organisation hollandaise. Il est né à Lisbonne, mais il s'entraîne à Londres. Il est beaucoup plus jeune, hein, 26 ans, donc 11 ans de moins quand même. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous les deux la même allonge, 80 d'allonge. Et donc, oui, sur le papier, on pourrait se dire que bon, c'est le premier combat à l'UFC de Pinto contre un adversaire, c'est très bien, hein, qui est un peu un ballottage défavorable. Donc c'est une bonne manière de rentrer à l'UFC, à voir un peu ce qui à lui de faire ses preuves. Lane pourrait partir favori, mais en fait ça se complique. Du côté de Pinto, il y a des problèmes hein, qui pourraient être difficiles. Hein. Face à Lane, c'est les calf kicks. Hein, ça... Lane peut en envoyer, ça peut embêter Pinto.
Bon, son problème concernant les combinaisons et les body shots, bon, c'est pas trop dans l'arsenal de Lane. Par contre, ils ont tous les deux ce point commun où ils ont du mal à gérer les distances, même si ils essayent et ça va en s'améliorant, on va dire. Pinto, il envoie des leg kicks, lui, qui de son côté sont plutôt timides. Il recule pas, il avance avec les mains hautes, il est patient, il choisit ses frappes. Il voit très peu de kicks dans son jeu. Alors par contre, dans les combats que j'ai vus, j'ai aucune idée, j'ai pas vu de lutte et de sol, donc je peux pas dire. Sachant qu'en face, Lane, lui, est nul en JJB, on va pas se mentir. Il n'y a aucun coaching en plus pendant les combats en termes de grappling. Je sais pas pourquoi. Dans les phases de grappling, on sent que Lane, il est pas à l'aise. Et j'entends même pas ses coachs lui dire quoi que ce soit, quoi. Le conseiller lui dire, allez, il faut faire ci, il faut faire ça, là, techniquement, ceci, cela. Non, j'entends les coachs ne parlent pas à ce moment-là. Ça m'a paru bizarre. Alors que bon, là, il aurait pu avancer et faire quelque chose dans ces phases-là, à part des demi-gardes pour chercher la montre, pour chercher le grand and pound, mais c'est très laborieux, très difficile, et on sent qu'il est nul là-dedans. Les points forts de Pinto, ça va être ses jabs et ses overhand en contre. Et on l'a vu, je crois que c'était au Contender Series ou je ne sais plus où, qui met KO sur un crochet du gauche alors qu'il est sur le reculoir. Et là, bon, ça va poser problème à Lane, parce que Austin Lane, il perd en défense, en responsabilité défensive très vite. Le deuxième round, c'est déjà plus là. Donc l'overhand, il risque de passer. Il est un peu peureux d'ailleurs, même Lane. On sent qu'il a peur des crochets en contre. Alors j'ai pas vu ça véritablement dans le jeu de Pinto, mais voilà, ça a noté. Et surtout, ce crochet du gauche en dirty, Lane, il se le mange. Là, à voir s'il se jette sur un Pinto et que Pinto lui envoie encore ce crochet du gauche, qu'on lui connaît. Le cardio qui chute de Lane à partir du deuxième round, ça va poser problème. Au final, ça reste quand même légèrement, sur le papier, ça reste finalement, après l'analyse, un peu en faveur de Pinto, je dirais un 55% en faveur de Pinto là-dessus. Et je serais pas étonné que ce soit par un finish, un KO, quelque chose comme ça. Sachant que Pinto est invaincu et qu'il pourrait passer à 10-0, et ça serait une bonne entrée pour lui à l'UFC. On a vu récemment des combattants des Contender Series qui faisaient une bonne entrée. Bon, maintenant, voilà, Pinto, je préfère en mettre aussi en perspective. Il vient de la 9e semaine des Contender Series de l'an dernier, qui était une semaine où il n'y avait vraiment pas un bon niveau, et même les adversaires étaient encore dans un niveau pire. Donc voilà, j'ai des doutes vraiment sur l'adversité pour l'instant qu'a rencontré Pinto, mais en tout cas, Lane, de ce qu'il a montré, il y a des failles sur lesquelles Pinto pourrait se jeter. Donc un Pinto par KO TKO à 55%, voilà, on sait jamais. Et on se retrouve dans une situation un peu particulière, parce qu'il y a 2 catégories à l'UFC qui sont très chargées. Il y a beaucoup de combattants, et du coup, il y a aussi un très haut niveau en général, en moyenne. On parle des featherweight et des lightweight. Lightweight est une catégorie encore plus particulière, parce qu'en général, dans le top 10, on va avoir des combattants qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vraiment un très bon niveau, et il y a peu de place pour les autres combattants de la catégorie, les valeurs montantes, pour y percer, à part on l'a vu récemment avec Renato Moicano qui a réussi à transformer chaque tentative et du coup à enchaîner les réussites et se faire une bonne place, mais sinon les autres c'est un peu plus difficile. Et donc en dessous du top 10, vous allez avoir le top 15, mais qui est un peu mis en danger par beaucoup de valeurs montantes en dessous jusqu'au top 25, top 30. On le sait, c'est une espèce d'entonnoir. C'est un peu comme des combattants qui sont obligés de se bagarrer entre eux dans la file d'attente pour entrer en club. Et parmi ces excellents combattants, là, on va avoir Nasrat Akparas qui va affronter Esteban Ribovic. Akparas qui avait une certaine hype autour de lui, peut-être qu'il était un peu surestimé. Et de l'autre côté, Ribovic qui était complètement sous-coté, selon moi, notamment pour son dernier combat contre un Zeluber qui était à domicile, ça se passait à la sphère, et qui avait une certaine hype autour de lui. Alors que Ribovic, du coup, ça a éclipsé complètement son talent en termes de kickboxing. Bon, après, c'est tout à mon avantage, puisque les cotes étaient bien sûr avec un Ribovic underdog. Et Ribovic a effectivement a livré un excellent combat, très dominant, notamment sur le 3e round, comme on l'a pu le voir, même si les 2 premiers rounds étaient disputés contre Zeluber. Et ce qui est marrant dans cet affrontement, c'est que tous les deux sont, sur leurs 5 derniers combats, à 4 victoires, 1 défaite. Alors, la défaite d'ailleurs de Ribovic, c'est la seule en carrière qu'il a eu jusque-là, c'était contre Radzhabov, à la décision. Ribovic, donc qui a 14-1 actuellement, qui est, on va dire, un peu moins bien classé que Akparas, ce qui est assez surprenant parce que justement Ribovic a fait cette performance contre Zeluber,
Et Akparast, récemment, ses adversaires, c'était pas du niveau de Zellhuber. On parle bien sûr d'un Jared Gordon dans son dernier combat. Après, dans les combats précédents de chacun, on va avoir d'un côté Akparast, oui, ça va être du Mularki, pas non plus extraordinaire. C'était un très bon combattant, Mularki. Et du côté de Ribovic, ça va être un Terence McKinney, qu'il a fini, je crois, par un high kick, là. Terence McKinney, on le connaît, hein, ça va vite en général avec lui ou contre lui. Donc voilà, où est-ce qu'on en est actuellement? Ces deux combattants qui vont devoir s'affronter pour essayer de rentrer, dans cette course, pour rentrer dans le top 15, quoi, en fait, finalement. Où il y a des combattants, comme j'ai dit, qui sont en posture assez défavorable. Alors ce qui est intéressant, du coup, c'est quels vont être, qui va partir vraiment favori dans cette histoire. Parce que, est-ce que la hype autour d'Akparast est en train de retomber, malgré qu'il soit toujours bien classé? Et est-ce que Ribovic, avec ce combat contre Zellhuber, va devenir la nouvelle star montante, à l'instar d'un Moïcano ou d'un autre, hein. Et donc, je pourrais me dire, là, de prime abord, continuer de mettre une pièce sur Ribovic, parce que je suis très confiant dans son striking, dans son pied-point. Mais c'est pas si facile que ça, on sait qu'Akparast, c'est un excellent combattant. Akparast qui est afghan et Ribovic qui est argentin, et il va falloir rentrer un peu plus dans le détail technique, et donc du coup il va falloir travailler pour avoir une bonne prédiction, faire une bonne analyse, ce qui est un peu compliqué et laborieux, mais le résultat, quand j'ai essayé de confronter un peu les deux et leur parcours, et leur playstyle en fait, apparu un truc assez flagrant, c'est que tout est presque... on va dire à l'avantage de Ribovic. Je pensais qu'Akparast c'était beaucoup plus serré sur le papier. Finalement, sur le papier, pas tant que ça. Alors, Akparast est gaucher, mais ça va pas, je pense, poser de problème à Ribovic. Il faut savoir qu'ils ont à peu près le même âge, 29 ans, 28 ans. L'allonge est plus en faveur d'Akparast, puisqu'il a 72 allonges pour 69 pour Ribovic, mais encore une fois, le problème là qui se pose pour Akparast, c'est que Ribovic passe sans problème par-delà son déficit d'allonge dans ses combats, on l'a encore vu contre Zellhuber. On sait que Ribovic a des problèmes avec des jabs très vifs, voire des synchro jabs en face. Ça s'est quand même corrigé, on a vu très réactif. Akparast envoie de très bonnes remises avec son direct du bras arrière, hein, qui est très vif. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va poser problème à Ribovic sur les contres. Là où Ribovic a des problèmes, ça va être sur les coudes dans les contres et les crochets en général. Vraiment, les crochets, ça va lui poser problème en remise. C'est pas le cas vraiment d'Akparast dans son jeu, même s'il a un bon check hook, et de toute façon même un bon crochet du gauche, qui a des crochets quand même variés, il va frapper au corps, hein, le bon body shot. Mais c'est pas non plus quelque chose qui va gêner Ribovic dans son jeu, c'est pas quelque chose qui lui a posé problème, en tout cas par le passé jusque-là. Akparast qui envoie des bons uppercuts dans la poche, qui envoie des bons 1-2 en ligne, hein. Des bons swings aussi, hein, en fin de combat, il peut, avec la fatigue, chercher à envoyer du volume pour essayer de reprendre le combat en main. Akparast qui également arrive à très bien, alors ça c'est un point commun entre les deux, c'est qu'ils arrivent très bien à mettre des kicks au milieu de leur combinaison, que ce soit en début, en fin de combinaison ou au milieu des combinaisons, c'est très intéressant. Ils ont tous les deux un très bon menton également. De son côté, oui, Ribovic, par exemple, il va être sensible au middle kick, au push kick, au stop kick. C'est pas non plus vraiment développé dans le jeu d'Akparast. Et donc Ribovic, de son côté, on va le voir un peu plus tard, on va le développer un peu plus, mais il a d'excellents mouvements de tête, qui permet de justement pas mal éviter désormais les frappes. C'est un excellent kickboxer, il a une posture un peu en balancier, hein, qui va éviter d'être trop statique. Il a de bonnes feintes, lui aussi envoie des body shots, il a de bonnes esquives, hein, je l'ai dit. Lui, il va avoir de bons leg kicks également, à ne pas sous-estimer. Et également de bons crochets, bien sûr. Et lui aussi a de très bons 1-2 en ligne. Ribovic est très solide, hein, dans les escarmouches. On a vu qu'il a fait une escarmouche quasiment parfaite contre Zellhuber encore. Lui aussi a un très bon check hook, c'est un point commun encore une fois. Mais en fait, ce crochet du gauche, il n'y a pas qu'à ce moment-là, hein, qu'il va le placer. Il va chercher très souvent à le placer. Parfois, c'est un peu trop. Il va le placer très souvent, il va essayer de le placer en combinaison. Et ça fait partie justement de ce que je disais tout à l'heure, j'allais y revenir, mais c'est ces mouvements de tête. Ces mouvements de tête, il y a une espèce de chose qui revient, c'est que pendant les échanges, il va faire des mouvements de tête et essayer d'envoyer ce crochet du gauche, seul ou en combinaison. Il est capable de faire de rentrer rapidement, de faire des frappes avec, comme j'ai dit, un combiné, hein, que ce soit avec les poings, avec les pieds, et de ressortir tout de suite. Il a un très bon middle kick aussi en contre, ce qui est pas commun.
Et avec tous ces mouvements donc qui sont très, j'ai envie de dire très réfléchis et très bien maîtrisés de sa part, ça le rend ses entrées et ses timings difficiles à prévoir en face. Donc même si Akparast a un très bon crochet du gauche en contre-entrée, il faudra faire attention à bien lire son adversaire. Et le problème donc d'Akparast, c'est qu'à y repenser, il y a quand même beaucoup de déchets, il y a beaucoup de frappes qui ratent, maîtrise pas justement forcément bien ses distances avec ses jabs, les front kicks sont ratés la plupart du temps. Ça peut s'améliorer au fur et à mesure du premier round, au début du deuxième round, mais le deuxième round quand même, il y a encore des frappes qui sont ratées, et alors au troisième round, il y a beaucoup plus de déchets, hein. C'est vraiment très difficile. Il veut trop peut-être aller à la bagarre ou essayer de rattraper peut-être un retard qu'il aurait pu avoir au score ou ce genre de choses. Il a en plus, dès le premier round, on l'a vu déjà avoir une responsabilité défensive douteuse. Il est vraiment vulnérable quand il est sur le reculoir ou quand il est acculé. Il a des déplacements qui sont plus ou moins prévisibles à ce moment-là, et en plus il recule en ligne. Un crochet du gauche quand il est sur le reculoir, et il se le prend. Il peut, donc on le dit, cogner dur, mais du coup, si l'adversaire ne tombe pas, ça lui pose un problème. Un adversaire qui est résilient va avoir du mal à continuer. Si l'adversaire reprend la main, il va devoir fuir les assauts pour temporiser. On a vu Ribovic chercher justement à finir Zeluber, je crois que c'était au 3e round dernièrement, et ne pas réussir. Donc là, je pense pas que Ribovic finisse sa passe parce qu'il a tendance à temporiser le combat quand même. Il y a lui, son pattern, c'est qu'il va généralement se fléchir pour frapper, il va être ouvert au contre, notamment au contre en middle, en body shot, vraiment sur une ligne un peu plus basse, la ligne du milieu. Après, ce qui est bon pour lui, c'est qu'il prend confiance au fur et à mesure du combat, Akparast, on l'a vu. Mais il y a un autre pattern aussi, j'ai oublié d'en parler, c'est qu'il se décale en général sur sa droite pendant les échanges. Et ça peut être lu sur un adversaire qui lit bien ce genre de choses, prévoir un peu les déplacements de son adversaire. Ça peut lui porter préjudice, même si je pense pas que Ribovic ce soit le cas, je vais pas vous mentir. Mais dans ce que montre Akparast, qui est un très bon, excellent combattant avec de très bonnes choses, si on l'oppose au style de Ribovic, il n'y a pas grand-chose qui match, il n'y a pas grand-chose où il va pouvoir vraiment exceller. Là encore, s'il amène la même prestation, même une prestation égale ou au-dessus de ce qu'il a montré dernièrement, Ribovic, contre Zeluber, la victoire, elle est à lui, là. Moi, je le vois vainqueur à 60%. Par contre, comme je l'ai dit, Akparast, c'est un bon menton. Donc je pense pas qu'il puisse le finir. Je pense que ce sera une décision, sûrement une décision unanime d'ailleurs. Mais pour le finir, Akparast, il faut quand même se lever tôt. Ceci dit, alors là, c'est quelque chose d'assez marrant. Si on regarde les statistiques, les victoires d'Akparast, c'est beaucoup de KO et pas mal de décisions. Aucune soumission. Il a perdu juste une fois par soumission, Akparast. Oui, après, par contre, si on regarde son Sherdog, oui, il a affronté quand même des noms un peu plus connus que Ribovic. On parle de King Green, Dan Hooker, Drew Dober, Mark Diakiz, Joaquim Silva. C'est des noms qu'on connaît bien, qui sont quand même de très bons combattants. Mais c'était il y a quelques temps déjà, maintenant à voir aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il y avait une hype autour d'Akparast à un moment. Mais je pense que ça s'est un peu retombé. Akparast, donc une très bonne défense de takedown. Et Ribovic qui a tendance à vouloir quand même rester debout parce qu'il a un net avantage, on le sait, dans son kickboxing, même s'il est vulnérable à un adversaire qui a tendance à être dans le Muay Thai plutôt. Et donc ce que je voulais dire par rapport à ces soumissions, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit beaucoup de victoires par soumission de Ribovic, mais malheureusement ces victoires-là datent de très longtemps. C'était vraiment le début de sa carrière où il a commencé par gagner par soumission. Après on ne l'a plus vu. Donc je ne pense pas non plus qu'il passe une soumission sur Akparast, même si Akparast a déjà une défaite apparemment par soumission. Mais qui sait. En tout cas, pour moi, ce sera 60% Ribovic par décision. Peut-être, c'est au moins 60%, c'est sûr, Ribovic par décision. Peut-être 60-65%. Un cas particulier, ce combat en featherweight entre William Gomis et Amil Hider. Parce que William Gomis, avec son parcours, je rappelle quand même qu'il est un win streak hallucinant, puisque ses seules 2 défaites qu'il a en carrière, c'était au début de sa carrière, en 2016, contre Morgan Charrière et Saladin Parnasse. Depuis, il enchaînait les victoires. À l'UFC, il enchaîne les victoires. Et là, on va dire qu'il va être dans le top 20 du classement featherweight, ce qui est un gros accomplissement. Il va affronter Amil Hider, qui est arrivé, qui a fait juste 2 combats à l'UFC. Alors certes, Amil Hider, on va dire, il est invaincu. Il a fait des combats au Rising avant d'arriver à l'UFC. Alors il est passé par Contender Series pour entrer à l'UFC quand même. Mais est-ce que c'est vraiment un adversaire du niveau de ce qu'a affronté jusque-là William Gomis ? Je le dis clairement, pour moi, non.
Si on regarde sur le Sherdog de William Gomis, et si on le sait, voilà, de toute façon, il a affronté Jarno Irens, qui, je ne sais pas si les gens le connaissent bien, mais pour moi, c'est un très bon combattant. Et en plus, là, récemment, son dernier combat, c'était quand joue Anderson Brito, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur du gros niveau. C'est très tendu comme adversaire. Je ne donnais même pas Gomis vainqueur là-dessus. Il a quand même remporté la victoire. Donc, qu'est-ce que c'est que cet intérêt de donner Amil Ider? À moins de dire, bon, on va faire monter Amil Ider. Est-ce que Amil Ider a vraiment le niveau au-dessus de Joe Anderson Brito? Non, il va pas faire mieux que Brito. Alors oui, on sait que Amil Ider, il cogne dur, il est très fort dans ses phases en dirty. On va se méfier de son crochet du droit, on va se méfier de ce direct du gauche parce qu'il est gaucher, mais il switch. Ceci dit, bon, bah, il est certes invaincu, mais il n'y a pas de quoi trembler. Son adversité en face, en tout cas à l'UFC, c'était pas folichon. Le Garcia, moi je trouve pas au niveau. Lee, c'était pas top non plus, on le voit au niveau de leur carrière. Même s'il partait underdog contre Lee, hein, je comprends ça. Mais Amil Ider, qui est philippin, qui a 34 ans, il a des gros défauts, quoi. Déjà, son cardio qui chute au deuxième round. Le sol offensif, il est hasardeux, il est pas au niveau, il verrouille pas ses soumissions. Il est vulnérable sur plein de choses, comme les body shots en contre, les ruptures de contact, les entrées en jab en ligne. Il y a plein de choses qui vont pas, même s'il envoie des bons leg kicks au début de combat, même pendant tout le combat, on sait qu'il s'adapte aussi, il écoute bien son coin, il peut varier ses combinaisons, il va envoyer des middle après, plus tard. On l'a vu contre Lee déjà aussi le faire bien plus tôt. Donc voilà, faut se méfier de son dirty, de son agressivité, de ce côté bagarre. Il a de bonnes feintes aussi, un bon footwork. Mais ça, on sait que William Gomis, il est capable de pourrir ce jeu-là. Il est capable de laisser, de temporiser tout ça, en tout cas la première phase du combat. Et on sait qu'il va pouvoir marquer des points et scorer au deuxième, troisième round et peut-être remporter encore une fois une décision. Sûrement peut-être une split, on ne sait pas, elle sera une décision. Alors on va arriver au deuxième point qui concerne William Gomis. William Gomis, qui est un bon combattant, comme on a vu sur son Sherdog, hein, c'est très bien, il enchaîne les victoires. Il mériterait sûrement d'affronter un top 15 au lieu d'affronter un Amil Ider qui devrait être dans le top 40 là actuellement. C'est bien, il est sur la carte principale. Maintenant, est-ce que c'est un combattant qu'on a envie de voir combattre? William Gomis, malheureusement, je le dis clairement, non. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à combattre pour ne pas perdre, plutôt que de chercher vraiment une victoire, d'essayer de faire forte impression. Il ne fait pas forte impression quand il combat William Gomis, je suis désolé, pour moi, j'ai pas d'attente quand je vais voir William Gomis, je me dis pas, wow, je vais voir un super combat. Je vais voir quelqu'un qui est là juste pour ne pas perdre et qui va essayer de trouver une victoire, et on le voit, ces victoires, souvent c'est un peu... c'est pas des grandes victoires, quoi. On est sur des splits, des décisions majoritaires, des choses un peu... Voilà, il n'y a pas de démonstration de force. Attention, je parle pas du fait que ce soit des décisions. Il y a des décisions qui sont à la split parce que c'était une bagarre, une guerre entre deux combattants, c'est difficile à scorer, il y a eu des rebondissements. Même quand un combat était à la décision, il y en a qui ont remporté des décisions unanimes, et c'est une domination sur 3 rounds. Ça, on l'a vu, donc c'est des super beaux combats à voir et tout machin. C'est juste que lui, sa façon qu'il a de combattre, ouais, ça donne, ouais, certes, il remporte ses combats, mais il n'y a pas de quoi, trembler, quoi. Il donne pas l'impression d'être redoutable ou dangereux pour ses adversaires. C'est un peu le problème. Souvent, c'est évoqué comme étant un problème du MMA Factory dans leur stratégie. Oui, c'est le plan de carrière qui fait que la stratégie appliquée va être celui-ci. Il y a un revers de médaille, oui, il y a du vert partout sur le Sherdog. Par contre, est-ce qu'on a envie de le voir combattre? Je suis bien content, ceci dit, que l'UFC le mette sur la carte principale et pas en carte préliminaire. Comment dire ça? J'ai mis quand même quelques réserves pour lui pour la suite. Je m'en cache pas. Maintenant, sur ce combat, ça devrait le faire pour lui. On a vu qu'il est capable de gérer Anderson Brito, il sera complètement capable de gérer le Philippin, mais voilà, faut pas se faire connecter, bien sûr. Hein. Faut bien savoir éviter les frappes au premier round, je pense. Après, ça devrait dérouler tranquillement. Donc, un William Gomis que je donne vainqueur, on va dire, à 55-60%. Et je suis même sûr de ces 55-60%. Là, je vais pas me dire... voilà, le reste, c'est à 1000 par KO et c'est tout, point barre. Il n'y a pas de danger au sol. Au niveau de la lutte, il est bon à 1000 leaders, mais c'est juste qu'une fois au sol, William Gomis a largement les armes pour s'en sortir. Je vois pas William Gomis finir à 1000, donc ça sera un William Gomis par décision. Bon là c'est compliqué, hein. Brundage contre Marquez, chez les middleweight, je vais pas vous mentir, Brundage, ouais, non mais je sais pas, de toute façon aucun des deux...
On a vraiment l'étoffe d'un bon combattant, on va dire. Alors il y a des bonnes choses, hein. Brundage, on sait que bon, la lutte, il va envoyer une bonne lutte avec un bon sol, quand ça lui arrive. Il va pas réitérer l'exploit de mettre KO sur un slam, hein, faut pas exagérer. Marquez de son côté, oui, il a montré des bonnes choses debout, mais aussi également de mauvaises choses. Ouais, c'est vraiment très difficile, sachant que Marquez, il a plus de menton, il est foutu son menton là. Ce que je sais, c'est juste qu'au niveau de la prédiction, ça n'ira pas à décision. Mais y a rien à prendre chez l'un comme chez l'autre. Hein. C'est pas bon quoi. Et le main event, on est chez les flyweight avec Cap contre Azu Almabayev. Effectivement, puisque Manel Cap devait affronter Brandon Royval. Et Royval s'est retiré du combat suite à une blessure à l'entraînement. Très très intéressant là, puisque ça va se taper dans le top 10. Hein. Entre un Almabayev qui monte, qui doit être à 16 win strike contre un Cap là qui rebondit après sa défaite contre Mokaev. L'an dernier, il a fini l'année avec une victoire sur Bruno Silva, qui voulait monter, qui était dans le top 15 et qui voulait monter dans le top 10. Cap, ancien champion du Rising, et Azu Almabayev, un grand combattant du Brave. Alors Azu Almabayev, récemment, qu'est-ce qu'on a ? On a eu cette victoire sur Nicolo. Très bon parcours à l'UFC, hein, Azu Almabayev, 4 victoires sur 4 combats, Ode Osborne, je vais y revenir, Vergara, Jose Johnson et Mateusz Nicolo, Mateusz Nicolo, malheureusement, c'était sa 3e défaite consécutive et son contrat n'a pas été renouvelé, il n'est plus à l'UFC à l'heure actuelle, ce qui est bien dommage parce que, selon moi, il était dangereux dans le top 15 et j'aimais bien son style et le voir combattre. C'était technique et propre, debout, très intéressant. Almabayev qui devait affronter Erceg, finalement, il y a eu du changement sur la carte. Donc ce sera contre Cap et très bien, très bon combat. Alors ce qui est marrant dans ce match-up, c'est que aucun des deux n'a jamais perdu par KO TKO, c'est à souligner. Beaucoup de victoires par KO TKO par contre côté de Cap, mais je doute que ça puisse le faire contre Almabayev qui a quand même encaissé beaucoup de coups et qui est très solide, très durable d'ailleurs. Si on voit un peu récemment comment ça s'est passé pour les deux, surtout du côté de... Alors ouais, j'ai pas fait le tale of the tape, mais disons que les deux ont 31 ans, l'allonge est en faveur de Cap qui en a 68 alors qu'il en a 65 du côté d'Almabayev. Je sais pas si ça va jouer beaucoup à cette différence d'allonge dans ce match-up, on va en parler. Et par contre, ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de parcours récent, Cap, c'est assez compliqué. Il y a eu ce combat contre Mokaev, où il y a eu des choses qui sont passées en dehors du combat. Dans la cage, il sait quasiment rien, parce que Cap n'a rien fait, mais vraiment pas une seule frappe pendant les 2 premières minutes du combat. Il envoie une frappe, ensuite il fait rien pendant 1 minute, il envoie une autre frappe. À la fin du round, il finit par envoyer quelques frappes. Et après, c'était très timide du côté de Cap, très timide même aussi du côté de Mokaev, on va dire. Il perd ce combat à décision unanime. Et ensuite, il va faire ce combat contre Silva. Alors là, c'est assez particulier parce que Silva était très bagarreur, ce qui convient bien au style de Cap, qui est très contreur, et du coup, même provoquer beaucoup de provocations sur Silva. Alors il a remporté ce combat de manière assez particulière parce qu'en fait il envoie un coup dans les parties de Silva. Silva qui du coup est recroquevillé et l'arbitre ne dit rien. Du coup c'est Keith Peterson et Cap finit donc en envoyant une série de crochets. Donc cette victoire je trouve un peu tendancieuse parce que normalement il aurait dû avoir un time-out et attendre que Silva se remette de ce coup illégal. Cap, du coup, en sort avec une victoire. C'était très particulier ce combat, parce que contrairement au combat contre Mokaev, où Mokaev était debout pendant l'interround à attendre que Cap, l'interround se finisse et Cap revienne, là c'était Cap, en fait, qui voulait pas du tout écouter son coin, puisqu'il est à l'extrême couture maintenant, avant il s'entraînait en Thaïlande. Il voulait juste que le coin dégage, il voulait écouter aucun conseil, il voulait juste être là, se battre et montrer qu'il n'y a pas besoin de prendre une pause. Il prenait le temps à l'interround d'aller chercher et forcer du côté de Dana White. Ensuite, après le combat, il a sa victoire douteuse, et il va quand même continuer d'emmerder Dana White, qui lui répond au bout d'un moment, écoute, profite de ta victoire. C'est assez gênant là. Du coup, il insiste, il force, il a son main event, Manel Cap, il le mérite. Ce sera pas pour avoir une revanche contre Pantoja. On va pas lui donner le title shot.
Il devait donc prendre Royval. Finalement, c'est Azou Almabayev, il reste quand même en main event. C'est quand même un top 10 Almabayev. C'est bien de l'affronter, c'est bien qu'il démontre quelque chose là, Cap. Même s'il a fait un très beau combat, hein, le combat contre Silva. Très intéressant. Mais par contre, Cap, oui, selon moi, il y a quand même des choses qui vont pas pour un top 5, donc ça reste un très bon top 10. Je sais qu'il y a beaucoup de hype autour de lui, et je trouve que c'est un excellent combattant, attention, je dis pas le contraire, mais il y a des choses qui sont difficiles pour moi. Concernant Almabayev, pareil, un très bon niveau pour un top 10. Bon, il doit s'améliorer. Certes, il est sur un win streak de 16, hein, je crois que ses dernières défaites, les 2 défaites qu'il a eues en carrière d'ailleurs, c'était en 2017, donc ça date aussi. Du côté d'Almabayev, alors tous les deux, par contre, ils ont le même point commun, c'est qu'ils ont un très bon check hook. Ça va être dangereux. D'ailleurs, Cap, c'est son problème d'ailleurs, c'est son neutral en fait. Parce que son neutral, c'est que c'est un contreur, et qu'à distance de kick, il ne fait rien. Distance de kick, il se prend. Déjà, il encaisse les kicks, hein, il se les prend quasiment tous. Sauf si c'est l'adversaire qui rate ses kicks. Dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de whiff punish du côté de Cap, donc c'est dommage. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, pour essayer de faire quelque chose, il va rentrer dedans, donc généralement il va essayer de rentrer un crochet du gauche. Donc ça, pareil, au bout d'un moment, on commence à le voir. Je dis pas que toutes ces entrées sont prévisibles, hein, mais voilà, c'est quand même récurrent. Ou sinon, il part en bull rush, hein, il part droit devant, il fonce en envoyant des crochets. C'est pas fou. En fait, sur son neutral, c'est pas fou. Par contre, effectivement, tout ce qui est contre, voilà, tout ce qui est à box range, tout ce qui est contre, là, il va être solide dessus. On l'a vu contre Silva. Sur son footwork, disons que justement, il arrive très bien contre Silva à essayer de rompre cette distance petit à petit, bien joué là-dessus. Le footwork, pour moi, c'est pas forcément quand voilà, ça danse la lambada, ça fait des provocations, coucou, je peux switch, voilà, je peux faire ci, cela. Non, c'est bien géré. Chaque fois, les distances, les appuis par rapport à ce que peut faire l'adversaire, par rapport à ce que nous on envisage de faire. C'est très intéressant là-dessus. Ce qu'il peut faire très bien en première partie de chaque round. Hein, on sent que c'est un moment où Cap se cherche aussi les distances, les angles, tout ça, il le fait très bien. Par contre, justement, c'est quand il fait le fanfaron, avec son footwork, que ça, justement là, ses appuis, tout ça, machin, appuis, c'est plus bon du tout. Il est très vulnérable, je pense, à ces moments-là. Ces moments où il fait la provoque, même si on a l'impression que ce côté un peu MVP, là, on se dit, ouais, bon, ça porte ses fruits, hein, parce que Silva, il va chercher à rentrer ou quoi, et tout de suite, Cap a la réponse, il a le contre, il a la frappe directe, d'ailleurs, en ligne. Ça aussi, c'est intéressant, parce que c'est quasiment que à ces moments-là où il va frapper en ligne. Ou alors quand l'adversaire est acculé à la cage, mais alors c'est un peu plus rare. Ce qui est marrant, c'est qu'il a un bon genou pour contrer les tentatives de takedown. Mais bon, il a une très bonne takedown defense en général, c'est ça, ou alors il va sprawl pour tenter la guillotine, hein, par réflexe. En face, Almabayev, comme je disais, il est aussi très bon sur ses check hooks. Lui, on voit pas mal de leg kicks. On a vu aussi envoyer des spin kicks. Pas tant de kicks que ça. S'il développe bien son jeu de kick et la distance de kick contre Cap, ça va bien embêter Cap. D'ailleurs, on l'a vu, Almabayev envoyer des middle, c'est quand il switch. Parlons de Almabayev quand il switch. Pareil aussi, il a un très bon footwork, Almabayev, seulement c'est désastreux quand il switch. Lui, c'est clairement à ce moment-là, en fait, hein, qu'au niveau de footwork, c'est pas bon. Pour il switch, généralement, c'est pour envoyer un middle. Il est sensible au contre, donc là, ça va être bien à l'avantage de Cap. Et aux frappes aussi, quand il est à l'offensive au sol, mais on va y revenir sur les phases de grappling. Et on sait que Cap, il n'hésite pas à envoyer des méchants coups de coude sur la tête de son adversaire quand il est en défense au sol. Il a un scramble un peu hasardeux d'ailleurs, Cap, en sol, mais bon, il s'en sort bien, il se relève en général. Qu'est-ce qu'on a de fort chez Almabayev ? Ce sol, oui, cette lutte offensive. Et ce sol offensif, peut-être que ça peut se jouer là-dessus contre Cap. Il y a un truc aussi chez Almabayev, c'est qu'il va envoyer des frappes isolées. Donc c'est à peu près commun, c'est d'envoyer une petite frappe isolée, de voir effectivement comment réagit l'adversaire, justement au niveau de ses contres. Et après, il va ajouter une deuxième frappe, justement. Il va commencer à rentrer petit à petit dans des combinaisons. Ce qui est intéressant comme travail, ça ne va pas poser, selon moi, problème à Cap. Hein, il a vu tout type de combattants, tout type de ce genre de stratégie, il a déjà eu à l'affronter. Cap pourrait être légèrement favori ici, selon moi, mais je pense qu'il faut se méfier d'Almabayev, et je ne sais pas quelles sont les conditions dans lesquelles il se prépare au combat. Almabayev, il va avoir aussi représenté un danger au niveau des étranglements arrière, il y en a pas mal dans sa carrière, des victoires comme ça.
Comme j'ai dit, s'il voit bien les brèches dans lesquelles tous les points faibles de Cap, essayer de bien le gérer là-dessus, faire attention à ne pas se faire contrer, ce qui va être très difficile, je pense, là. Il est patient, le Mabai F1, il choisit ses frappes, et il varie ses frappes aussi, c'est à signaler. Je pense quand même que Cap a déjà affronté, entre guillemets, des profils un peu similaires. J'aurais du mal à me prononcer au niveau du pronostic. Je pense, il se peut qu'Almabayev place une soumission sur Cap, même s'il est très bon en défense, hein, Cap au sol, comme je l'ai dit. Donc ça pourrait partir à la décision. En termes de volume et d'impact, ça peut être du tout au tout. Il faut dire que Cap, prenons ces 2 derniers combats, entre le combat contre Mokaev où il n'y avait aucun volume et le combat contre Silva où il a pu s'en donner à cœur joie dans ses box range, dans ses échanges, dans ses contres, dans tout ce travail-là. Je donnerais Cap légèrement favori, 52%. Et voilà pour la carte de l'Apex. Alors pour conclure, déjà un petit point sur la carte de Seattle. Comme vous le savez effectivement, et ça arrive pas souvent, mais là il y a eu beaucoup de changements sur la carte. 7 combats annulés je crois. Donc je vais vous afficher là les prédictions définitives. Ensuite au niveau de qu'est-ce qu'on appelle du challenge, au niveau de faire le point, donc on va rajouter Veretennikov qui est arrivé dans cette dernière semaine. Les cotes, je pense, ont changé. Il y a Goff, du coup, qui s'est retiré. Donc, il y a quelques petits changements concernant la carte de l'Apex. Alors, oui, pour Seattle, il y a aussi une autre chose particulière, c'est que j'ai rarement autant de prédictions qui vont en faveur des favoris. Et ben là, du coup, c'est le cas. Et en plus, sur cette carte, j'ai pas non plus de prédictions sur l'issue des combats, savoir si ça va être des finishes ou pas. Ça peut arriver. Là, vraiment, c'est une carte assez particulière là-dessus. Concernant l'Apex, là vous voyez plus clairement, je vais vous l'afficher sur YouTube. Les prédictions, pour le résumé, ça va faire Cap, Ribovic, Temirov par KO. Temirov c'est particulier parce qu'il est parti underdog et très vite, je pense qu'il est devenu favori sur les cotes, donc bon, je l'ai pris quand il était underdog. Mais voilà, ça m'étonne pas du tout. Contre Charles Johnson, là, je pense qu'il va lui mettre un KO, il y a de fortes chances. Mariscal, voilà. Gomis par décision. Brundage contre Marquez, je pense que ça n'ira pas à la décision. Si vraiment il faut choisir entre les deux, je dirais Brundage. Aldrich par décision. Barlow. Alors Barlow, je le vois gagnant. Après, j'ai toujours un doute, parce que Patterson, il peut placer une soumission quand même. Carolina, Almeida, voilà, vraiment entre parenthèses, là, Almeida. Ça va être difficile, très difficile ce combat. Pinto, je pense qu'il peut prendre Lane. Lane, voilà, il n'est pas fiable, on le sait. Pas un très bon niveau. Et au niveau donc du challenge, ça nous donne. Alors on a bien sûr les cotes sont pas encore sorties pour les finishes, donc Gomis par décision, Aldrich par décision, Temirov par KO, Carolina une pièce dessus, ouais. Pinto plus Castaneda, finalement, une demi-pièce, ça peut passer. Et puis Ribovic avec Mariscal, ça à mon avis, c'est du solide. Et pour un long parler cross-event, là où je suis vraiment sûr de moi, c'est ça, c'est sur Ribovic, Aldrich, Mariscal, Blades, et enfin, on en reparlera la semaine prochaine, mais un Meron Santos, là, qui va faire son premier combat à l'UFC, vraiment à surveiller de près, il est sur le radar. Voici donc la fin de cet épisode concernant l'Apex. Toute la carte analysée, dites-moi ce que vous en pensez, et après, je crois que ce sera le 313 du coup. On en reparlera, on se retrouve à ce moment-là